parmi vous a peut-être déjà l'habitude de lire comme ça? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on enseigne à l'école, de lire de cette manière? Sans prononcer les mots dans la tête? Oui, dans les dernières classes, oui. Ah, d'accord. Après le cinquième. La lecture silencieuse aussi. Mais lecture silencieuse ne veut pas forcément dire lecture sans subvocalisation. C'est ça. Au début, c'est assez difficile. Et il faut se forcer vraiment d'aller vite, tellement vite que la tête n'a pas l'occasion de prononcer. Et en employant cette méthode, on peut être 10 fois, 20 fois plus vite dans la lecture. On peut saisir tout le sens quand même. Et voilà. Mais on parle du contenu. Qu'est-ce que nous dit l'auteur? Il parle de la poésie, de la différence entre poésie, prose. Et moi, j'ai eu des difficultés à ne pas prononcer les paroles plus difficiles que je ne connais pas. Si je les prononce avec la bouche, je réussis à comprendre mieux. Par exemple, c'est quel mot? Verso la prosa la colosso mais et je dois le dire, mais Parfois, surtout quand il s'agit d'une graphie ou d'une langue étrangère, il y a un mot qu'on ne connaît pas encore, ça peut aider à vraiment prononcer, pour s'arrêter un instant, pour réfléchir ce que ça veut dire. Ça peut aider, parce que quand même il y a cette connexion, parce que en fait ce sont deux informations. Nous apprenons les langues seulement par l'ouïe. On écoute et nous avons la représentation des sons dans notre tête. Et à un second moment, il s'ajoute aussi l'aspect graphique. Et comme adultes, comme nous lisons beaucoup de textes, cette relation est un peu à l'inverse, parce que nous sommes tellement confrontés au texte que quand nous prononçons un mot, nous avons peut-être en même temps l'image graphique du mot comme il est écrit devant nos yeux. Donc il y a un lien très étroit, mais on peut profiter des deux choses, seulement du son acoustique et de l'image graphique. On peut aussi les séparer et profiter de l'un ou de l'autre. Et par exemple, si je ne sais pas comment prononcer un mot dans le texte, ça ne m'empêche pas de comprendre le sens, par exemple. Mais si je n'arrive pas à comprendre l'image graphique, j'essaie de le prononcer et par l'ouïe ou l'imagination de la prononciation, je peux bien aussi arriver au sens. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'il dit un peu ici dans le texte. Nous avons d'un côté, nous avons la poésie, et ça c'est un peu comme la musique. Donc là, c'est le son qui joue un rôle très très important. Par contre, dans la prose, la musique ne joue aucun rôle. Ce sont les couleurs, donc c'est l'aspect visuel qui joue un rôle. Et voilà, les romans nous donnent, voilà, ils ouvrent un univers d'images plutôt qu'un univers de son. Et quand je lis par exemple un texte tel que celui sur la Savoie, je n'ai pas vraiment besoin d'avoir le son. Parce que ce qui importe, c'est le contenu, les images, les couleurs. Et là, je peux renoncer à produire le son. Et voilà, j'insiste sur ce fait, vu comme à l'école, on aime bien travailler aussi avec les textes pour avoir quelque chose dans les mains. Et comme
le franco-provençal offre une vaste gamme de graphies différentes, ça pourrait être une difficulté. Mais si on laisse de part l'aspect du son, je peux bien choisir un texte du patois du village à côté, d'un village dans la Savoie, parce que je peux aussi saisir le sens sans avoir le son. Et donc, il n'y a pas l'excuse « Ah non, j'ai pas de texte dans mon patois de village, donc je peux rien faire lire aux enfants. » Non, on peut jouer avec les styles de lecture, séparer le visuel du sonore et aussi lire avec les yeux les textes qui arrivent d'une autre région. Et au lieu d'enseigner un orthographe, on pourrait bien réfléchir sur les principes de graphie. Ici, je vous ai apporté les principes qui plus ou moins valent pour le français. Il y a très très peu de mots qui respectent le principe phonologique, donc la correspondance d'une lettre à un son. J'ai eu de la peine à vous faire des exemples. Là, j'ai trouvé il, la, car, et là, on a vraiment la correspondance, une lettre, un son. Et sinon, dans le français, on trouve beaucoup de lettres qu'on ne prononce pas. Voilà, parfois, on a l'explication et parfois, on ne l'a pas. Il faut apprendre par cœur comment écrire un mot. Mais si on a les principes, peut-être c'est plus facile à comprendre pourquoi un tel mot est écrit d'une telle manière. Nous avons par exemple le principe étymologique. Donc dans cette réflexion, il y a le latin qui joue un rôle. Comment est-ce qu'on a écrit ce mot dans le latin? Donc par exemple, sept, en latin, on avait aussi le P dans le mot. Donc on écrit sept aussi en français avec P, même si on n'entend pas. Puis nous avons aussi le principe morphologique. J'écris bien ronde, langue, mais dans la forme masculine, je ne l'entends pas rond, long. Mais pourquoi j'écris donc aussi dans la forme masculine le D? Parce que quand je crée la forme féminine, ça devient sonore. Et on veut déjà anticiper la formation de la forme féminine, donc on écrit aussi le D dans la forme masculine. Puis il y a aussi la motivation sémantique. Je peux bien avoir A comme préposition, donc j'écris avec l'accent, je peux bien avoir A sans accent, ça veut dire troisième personne singulier du verbe avoir. Et puis il y a le principe grammatical. On écrit bien une phrase au début avec une majuscule et on met par exemple un T à la fin d'un verbe pour signaliser attention, il s'agit d'une troisième personne au singulier, et on ajoute des S où il s'agit d'un pluriel. Et pour finir, un exemple de l'italien, le principe pragmatique pour montrer la courtoisie, pour être poli avec tout le monde, on pourrait écrire, ou maintenant je crois que c'est plus dans les règles d'orthographe de l'italien, mais une fois on écrivait les majuscules comme ça pour faire voir qu'il s'agit d'une forme de politesse. Et vous voyez, l'orthographe du français n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a toujours plusieurs principes qui jouent un rôle. Et on ne peut pas dire, voilà, c'est toujours un tel ou tel principe, mais non, une fois c'est ce principe-là, et l'autre fois c'est un autre principe, et il faudrait apprendre par cœur quel principe pour quel mot. Et là, je vous ai apporté un autre petit bout de texte en patois dans deux versions. Là, on a plutôt style Serlogne. De l'autre côté, on a à nouveau plutôt la graphie étymologisante, supradialectale. Et vous voyez, vous pouvez faire l'expérience que pour vous, c'est assez simple de lire et aussi de prononcer, de lire à haute voix.
Par contre, l'autre, qui suit le principe étymologique, est plus difficile à lire parce qu'il y a beaucoup de consonnes, des lettres qui sont présentes mais qui ne se lisent pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait donc faire avec les élèves? On peut bien rendre conscient les principes de graphie. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec des morceaux de phrases qu'on vient déjà de lire dans le texte de la Savoir. Et la question, c'est quelles, selon vous, sont les lettres dans ce texte qui posent des problèmes de prononciation? Si on voulait lire à haute voix. Quelles sont les lettres difficiles selon vous? Deux L. On peut aussi penser à d'autres langues. Il y a plusieurs langues où on retrouve deux L et puis on ne sait pas vraiment bien comment les prononcer. Pensez par exemple à l'espagnol, deux L. Qu'est-ce que je fais avec deux L? Paella. D'autres propositions? Les S. Oui, on a les S. L'école. Mais nulle part dans le domaine franco-provençal on entend le S pluriel. Donc là, c'est aussi, il faut faire attention aux S à la fin, il faut faire attention au T à la fin, permettant. Il y a un T qui veut dire troisième personne. Oui. Ça, d'écrire de cette manière, c'est un service au lecteur. Mais ça donne beaucoup de la peine à l'auteur. Ouais, il me faut penser à beaucoup de choses pour faire entrer des informations dans l'écriture. Par contre, c'est un service au lecteur. Peut-être, je ne sais pas très bien comment prononcer, mais ce sont des indices pour mieux interpréter les mots. On a tout un ensemble de lettres qui posent des problèmes un peu dans toutes les langues européennes, au moins. Donc, on vient de parler du T, de l'S, qui sont souvent des lettres grammaticales. Puis, on a le C et le G. Pensez au français, pensez à l'italien, pensez à d'autres langues, en anglais aussi, il y a des cas où on ne sait pas très bien, surtout quand il s'agit des noms, on ne sait pas comment prononcer. Et puis il y a aussi la lettre Q, en italien ça donne que, en français ça donne que, en allemand ça donne kve. Et donc, c'est pas prononcé de la même manière. La même chose pour le J, le H, puis on a toutes les combinaisons de consonnes. Ça, en français, ça pourrait être ch. En italien, c'est que. En allemand, c'est ch ou ch. En espagnol, c'est ch, noche. Esta noche vamos a bailar. Et puis, on a toutes les lettres qui dérivent du grec. X, Z, kappa. Donc là, ça, ce sont en général les lettres sur lesquelles il faut focaliser. Et les autres, c'est assez facile. Dans toutes les langues, plus ou moins, si on a un N, ça veut dire, ça se prononce dans toutes les langues.
ou le B, il y a beaucoup de lettres qui ont cette correspondance univoque avec le son. Pour faire un peu, pour encadrer un peu le patois dans voilà, cette gamme des graphies, on regarde un peu les autres langues. Par exemple, en portugais, on a 31 sons différents dans la langue. Et pour écrire le portugais, nous avons 26 lettres ou combinaisons de lettres. Donc nous voyons que c'est une réduction. La graphie facilite ou simplifie la gamme des sons. Par contre, pour l'espagnol, l'italien et toutes les langues, c'est vice-versa. Nous avons un inventaire de sons assez restreint, mais nous avons plus de lettres ou combinaisons de lettres. Et nous voyons que ici, ça fait vraiment un pas important. Nous avons 33 lettres ou combinaisons de lettres qui correspondent à des sons en italien. Par contre, pour le français, ce sont déjà 190. Donc voilà, ça c'est une grande différence. Pensez seulement comment on pourrait rendre le son O dans français. Ça pourrait être un O simple, ça pourrait être AU, ça pourrait être EAU, ça pourrait être EAUX, parce que le X, voilà, ça symbolise seulement le pluriel, mais tout l'ensemble des lettres se commence toujours O. Et si nous voulons écrire en patois, vous pouvez être sûr que ça ne sera jamais si compliqué comme en anglais. En anglais, pratiquement, il faut apprendre par cœur l'orthographe pour chaque mot. Et chaque graphie individuelle en franco-provençal est beaucoup plus cohérente de l'orthographe anglais. Donc là, pas de souci. On nous dit toujours, ah, l'anglais c'est si facile, mais c'est pas si facile que ça, surtout de l'écrire. Et je vous invite aussi d'écrire avec vos élèves en expliquant les principes d'orthographe ou les principes de graphie que vous employez. Vous pouvez vous appuyer bien sûr sur les graphies déjà proposées du centre du Braille ou aussi la graphie supradialectale. Mais ce qui est important, c'est de rendre conscient pourquoi on écrit un mot d'une telle ou telle manière. Parce que normalement, on a l'image de l'orthographe, on a seulement cette réflexion, il faut écrire de manière correcte, mais on ne va pas au-delà à expliquer pourquoi, par exemple, on écrit un tel ou tel mot avec telle ou telle consonne qu'on n'entend pas. Jusque-là, le cours arrive rarement. Donc voilà, écrivez aussi avec les élèves. Il ne faut pas trouver la forme absolue, juste, correcte. Ce n'est pas ce qui compte, mais c'est l'effet mnémotechnique. Quand je rends un son en canal visuel, je l'écris, j'ai encore une autre approche pour mémoriser les choses. Et ça n'importe pas si j'écris selon le principe morphologique ou sémantique ou étymologique. Il faut seulement en être conscient et puis ça me sert pour me rappeler. Et voilà, j'ai trouvé cette image, c'est très sympathique. Voilà, là c'est un peu emblématique pour l'orthographe français. On a beaucoup de lettres qui ne se prononcent pas. Et à la fin, on a un texte qui est long comme ça, mais à la fin, il faut le lire, on est beaucoup plus vite, même à haute voix, de le lire. Voilà, pour finir, nous retournons au son, à la prononciation. Et je veux bien commencer avec une citation. Nous sommes nés citoyens du monde, mais nous devenons des membres de la tribu avant même d'avoir atteint notre premier anniversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un enfant il naît, ou quand il est encore dans le ventre, il a la possibilité d'apprendre n'importe quelle langue du monde.
déjà dans le ventre, il se prépare à entendre, à distinguer les sons. Et après un an, plus ou moins, après la naissance, il a déjà l'oreille pour la langue maternelle ou les langues maternelles. Donc ça veut dire qu'il a appris à distinguer la gamme des sons disponibles dans sa langue. Et c'est toujours un ensemble un peu restreint. Donc quand nous naissons, nous avons encore toutes les possibilités, puis nous apprenons une langue et c'est comme une restriction. Et si nous voulons apprendre d'autres langues, il faut à nouveau ouvrir cette restriction. Ici, j'ai symbolisé l'inventaire des voyelles en français et en italien. Donc imaginez quelqu'un qui naît avec le français, langue maternelle, il a tout de suite l'oreille pour 16 voyelles. Et voilà, maintenant ce locuteur natif du français veut apprendre l'italien. Aucun problème parce que le système des voyelles se réduit à 7 pour l'italien standard. Maintenant, imaginez le cas inverse. Un italophone qui n'a pas l'occasion d'entendre le français très tôt à l'école, qui n'a pas l'occasion de l'entendre dans la télévision, etc. Et à l'âge de 15, cet italophone veut apprendre le français. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui faut faire une rééducation de l'oreille. Il faut apprendre à distinguer entre des sons avec lesquels il n'a pas encore l'habitude. Et il y a souvent, voilà, le problème, après aussi de la prononciation. Mais d'abord, c'est l'ouïe. Déjà, il n'arrive pas bien à distinguer la différence entre des voyelles avec lesquelles il n'a pas l'habitude. Et puis, il lui faut produire des sons dont il n'a pas l'habitude de les entendre. Donc là, c'est quelque chose qui rentre dans le domaine de l'apprentissage. Ça, c'est quelque chose où la conscience entre en jeu. Il me faut voir où est-ce que je prononce un son dans la bouche, un peu voilà, aller voilà, à l'intérieur et sentir qu'est-ce qui se passe là, ou dans quelle position ai-je la langue, comment sont mes lèvres, etc., etc. Probablement vous tous, vous avez dans l'oreille un italophone qui parle français. Un grand problème, par exemple, c'est le U. U. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de voyelle postérieure arrondie dans l'italien. Mais en observant la langue et les lèvres, on pourrait enseigner à le prononcer bien. Donc on pourrait dire, voilà, fais le I. Là, on a déjà la langue dans la position où il faut être aussi pour la U. Et donc, puis il faut seulement arrondir les lèvres. Et j'arrive à produire ce son. Et voilà, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant pour les enfants de voir, de se rendre compte qu'est-ce qu'on fait dans la bouche. Parce que c'est un muscle très très fin que nous avons dans la bouche. Et si on l'observe, on se rend compte que c'est vraiment de l'acrobatique ce qui se passe dans la bouche. Et ça aide aussi pour, par exemple, parler des correspondances phonologiques entre les langues. Je peux faire comme une traduction des sons. Et là, on a, par exemple, si je rencontre le son « je » en français, on observe beaucoup de mots dans lesquels ce son correspond à un « z » en franco-provençal ou à un « je » en italien. Par exemple, voyage. J'apprends donc à âge, c'est aussi un suffixe. Je, ça se traduit de en patois. Et si je ne connais pas encore le mot pour voyage en patois, je pourrais faire comme une transformation des sons et pourrais essayer à former par exemple
voyage, voyazzo. Et voilà, donc là, on pourrait déjà arriver à formuler activement, à entrer dans l'expression orale. Je vous raconte une autre anecdote. J'ai assisté au cours de patois pour les enfants à Val-Tournanche. Et il y avait un enfant, je ne sais pas, 8-9 ans, plus ou moins. Il était très actif dans la participation. Et l'enseignante demandait de temps en temps come si dice gatto in patois, voi lo sapete? Et cet enfant-là, voilà, il était très, voilà, il avait envie d'essayer. Voilà, je vais faire sortir des mots en patois. J'ai envie de deviner comment on pourrait dire. Donc il a essayé. Gatto, il avait déjà une stratégie dans la tête. Il avait une correspondance phonologique dans la tête. Donc il a essayé gatte, jatte, jatte, ja. Puis il a vu que l'enseignante n'était pas encore contente, donc il a recommencé à deviner. Cha, 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 ta, tat. Bon, à la fin, il n'est pas arrivé à la variante de Val-Tournanche qui serait tse, mais quand même, il est arrivé à tsa, à tat, que sont des variantes qu'on retrouve dans la vallée d'Ost. Donc voilà, jouer un peu sur les sons et voir les correspondances entre les langues. Ça aide à engendrer des mots. Pour conclure, on retourne au début et la boucle est bouclée. Quelles sont les langues qu'on peut employer dans un cours de langue ou dans un cours qui veut aussi travailler sur le sujet du concours Salogne? On a donc l'organisation de la classe. On avait dit que ça, c'est un cadre dans lequel on est en interaction directe. Donc, c'est favorable à l'acquisition. J'entre en contact, il y a le rapport et tout s'explique sans des explications. Je pourrais, par exemple, dire « Aveta, que beau soleil !» Et puis, on a le geste, on suit la main et on regarde, on part peut-être du temps. Et ça ne crée aucun effort aux élèves de comprendre après quelques répétitions. Si moi je vous dis en entrant 3 jours de suite, Guten Tag, Guten Tag, Guten Tag, vous savez que c'est la salutation en allemand. Donc, aucun effort pour l'acquisition dans ce cadre. Ou par exemple des actions concrètes si on sait déjà le déroulement en classe, va utre me prenne le lèvre. Donc là, voilà, c'est déjà combiné avec une action et comme ça, on apprend sans s'en rendre compte. Si nous pensons aux explications, les questions métalinguistiques, il vaudrait mieux choisir la langue qui est déjà maîtrisée par la majorité. Donc dans ce cas, ça sera probablement plutôt l'italien, parce que là, pour les explications, on parle des choses très abstraites et nous avons appris à penser dans la langue majoritaire aussi. Mais avec le temps, on pourrait aussi changer vers la langue cible. Donc, s'il s'agit des explications très très faciles, on peut bien déjà employer la langue cible. Je ne sais pas aussi si l'anglais est deuxième langue étrangère après le français, déjà quelques concepts grammaticaux sont déjà présents dans la tête. On peut bien essayer d'expliquer en anglais déjà, mais il faut en être conscient que peut-être c'est trop abstrait, c'est pas ancré dans le rapport, donc peut-être mieux insérer la langue déjà connue. Et puis, nous avons les activités linguistiques qui, évidemment, devraient être en langue cible. Je chante des chansons, je fais des jeux de rôle, je fais des exercices grammaticaux, quel que ce soit. Et voilà, je ne sais pas, nous avons encore 5 minutes Oui. Oui. D'accord.
on pourrait peut-être réfléchir un peu ensemble quelles pourraient être les phrases en patois que vous pourriez insérer dans le déroulement normal de votre cours. Donc dans l'organisation